Donc, sans plus attendre, on va passer aux présentations étudiantes. Donc, je vous le rappelle, ce sont des présentations d'une durée de 5 minutes avec un 3 minutes de questions. Donc, on vous invite vraiment là, à poser vos questions. C'est donc une sélection spéciale de personnes présentatrices qui se sont démarquées au cours de l'année 2023-2024 de Bistro Brain. Donc, sans plus attendre, nous pouvons accueillir notre première personne présentatrice, Charlotte Blasi, étudiante au doctorat en chimie de l'environnement. Elle a présenté à l'événement Communication scientifique pour le grand public qu'on a fait en partenariat avec le Centre de recherche Plus. C'est une amoureuse de la forêt et elle vient nous parler aujourd'hui des mousses et de forêts boréales. Ah, j'ai pas de... Ah, pardon. Excusez. Tu peux soit prendre le micro là, soit celui-là. Ok, parfait. C'est, pardon, ça c'est le... Ah, excusez. C'est comment je fais pour faire la prochaine diapo? Ah, ok, nickel. C'est pas compliqué. Alors, bonsoir à tous. Je vais vous présenter mon projet de doctorat que je fais à la Faculté des Sciences, qui est sur la mousse boréale. Alors oui, je sais, on est à l'université, on est entouré d'étudiants. Alors vous pensez que je vais vous parler de ce genre de mousse boréale? Mais non, désolé de vous décevoir, moi je vais vous parler de la plante qui recouvre le sol de la forêt boréale. Mais tout d'abord, la forêt boréale, c'est où? C'est quoi? Alors tout simplement, c'est la forêt qui se trouve au-dessus de la latitude 50, donc au nord de la planète. Donc pour vous repérer, au Québec, c'est à peu près la forêt qu'on retrouve à partir du lac Saint-Jean. Et cette forêt, elle est très importante pour la planète parce que déjà, c'est 30% des forêts mondiales et c'est surtout une forêt qui absorbe énormément de CO2 et qui va utiliser CO2 pour sa croissance. Donc en fait, elle va accumuler énormément de carbone. Elle va être un petit peu le Jabba the Hutt du carbone puisque finalement, elle va représenter près de 50% du carbone forestier mondial. Et puis là, je vous emmène avec moi sur le terrain. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, en forêt boréale, le sol, c'est de la mousse et encore un petit peu de mousse finalement. Parce qu'en fait, le sol de la forêt boréale, c'est 80% de mousse. Et cette mousse, c'est un compartiment essentiel de la forêt boréale parce qu'elle aussi, elle va finalement absorber ce CO2 et accumuler ce carbone à la hauteur de 30% de ce que accumule la forêt. Comment elle accumule? Tout simplement grâce au processus de la photosynthèse, où elle va absorber le CO2, le transformer en sucre et après l'utiliser pour sa croissance. Et en fait, ce sucre-là, c'est quoi? C'est tout simplement du carbone. Et en fait, ce carbone, on peut l'assimiler finalement à la bouffe que la mousse elle a besoin pour sa croissance. Mais la mousse, elle est comme nous. Pour avoir de la nourriture, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'argent. Et son argent à elle, c'est l'azote. Parce que l'azote, c'est un élément essentiel pour aller absorber du carbone, notamment pour faire l'ADN, pour faire les protéines, pour faire le processus de la photosynthèse. Mais elle va le chercher où, cet azote en forêt boréale? Vous avez vu, je suis une pro en Photoshop. Et comment dire, en fait, moi, dans mon doctorat, j'ai un peu une job de comptable, finalement. J'essaie de savoir... Elle va aller chercher où ses revenus azotés, ma mousse, et de combien de pourcentage elle prend de chacun de ses revenus. Alors finalement, ça va être quoi les revenus en azote de la mousse en forêt boréale? Alors premièrement, il va y avoir tout simplement la pluie. C'est-à-dire qu'en fait, la pluie, elle va récupérer les particules d'azote dans l'atmosphère et retomber sur la mousse. Donc littéralement, la mousse, elle va avoir de l'argent azoté qui lui tombe sur le pif pour aller s'acheter des beignets au carbone. Ensuite, la plante, elle aussi, comme nous, elle est composée un petit peu d'azote. Donc finalement, elle a une banque personnelle où elle peut aller chercher son petit argent azoté et s'acheter des petits beignes au carbone. Ensuite, la mousse, ça reste une plante. Et les plantes, ça vit sur quoi? Ça vit sur du sol. Et le sol, en forêt boréale, c'est un petit peu composé d'azote. Donc littéralement, la mousse, elle est un petit peu allongée sur un petit pactole d'azote où elle a juste à se baisser et récupérer un petit peu d'argent azoté pour aller s'acheter des sushis au carbone. Ensuite, la mousse, elle a une particularité, c'est qu'en fait, elle a des bactéries qui vivent sur elle. Et ces bactéries, elles sont capables d'aller miner de l'azote et de se mettre un petit pactole de côté pour leur croissance à elles. Mais la mousse, elle est là, genre, hop, 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 les filles, vous veillez sur moi, donc je vais vous prélever un petit loyer. Et comme ça, elle récupère un petit peu d'azote de ces bactéries. Donc moi, à la fin, en tant que comptable, j'ai ma petite déclaration de revenus de ma mousse, et je lui fais, alors, t'as pris combien là de la pluie, des dépositions? T'as pris combien de tes petites économies, donc de ton recyclage? T'as pris combien de tes petits locataires? Et t'as pris combien de ton minage de sol?
Et comme ça, mieux je vais pouvoir comprendre le budget azoté de ma mousse, mieux je vais pouvoir comprendre le budget de ma forêt, puisque la mousse est quand même 80% du sol de ma forêt. Et comme ça, mieux je comprends finalement comment ma forêt elle va fonctionner, et ben ça va me permettre ensuite de faire de meilleures prédictions, notamment au niveau des impacts du changement climatique sur l'accumulation de carbone de ma forêt. Est-ce qu'elle va devenir une source de carbone, de CO2, ou est-ce qu'elle va rester un puits de carbone? Donc finalement, la mousse, au lieu de la boire, est-ce qu'on ne la comprendrait pas un petit peu plus? Ou alors, vous faites comme moi en doctorat et vous faites les deux. Oh, j'ai dépassé peut-être? Non. Oh, parfait. Est-ce qu'il y avait des questions? J'arrive. Alexis arrive avec le micro, c'est ça. Donc on a ici André du Club Rotary de Sherbrooke qui avait une question. Oui, j'ai des amis dans le coin de Saint-Raymond où il y a beaucoup de mousse dans la forêt autour de chez eux. Et puis, moi, mon impression, c'est que la mousse a quand même besoin de l'ombrage des arbres. Peut-être jusqu'à un certain point, mais je me demandais, suite à un feu de forêt, comment c'est long? On sait que les arbres, c'est long à repousser, mais comment c'est long avant que la mousse puisse reprendre? C'est quoi la conséquence pour la mousse? Alors effectivement, ça va mettre plus longtemps, là. Mais en fait, c'est parce que... Excusez, oui, j'ai pas l'habitude. Oui, alors en fait, il y a différentes mousses, il y a différentes espèces, il y a différentes mousses qui sont comme des successions, genre la première succession, la deuxième succession, notamment après des feux de forêt. Il y a certaines mousses qui vont plus se développer que d'autres, en fait, ça va être... Mais effectivement, après un feu de forêt, ça met quand même un petit peu longtemps, les mousses, à se remettre finalement en place et tout. Mais en fait, c'est très important aussi pour la forêt parce qu'elles vont amener beaucoup d'humidité et beaucoup de nutriments, notamment l'azote, grâce à leurs bactéries qui vont chercher un petit peu d'azote pour elles. Et comme ça peut aider aussi à la regermination des arbres, puis toutes. Mais après, combien de temps exactement? J'avoue, je ne sais pas. J'ai pas fait de doctorat là-dessus, désolée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Salut, moi j'ai bien aimé ta présentation, merci, c'est bien intéressant, mais j'avais une petite réflexion. Est-ce qu'avec les recherches, les mousses, ils absorbent le CO2? Est-ce qu'il y a comme le lien avec les toits verts et tout ça pour faire planter cette mousse-là partout pour que ça améliore le côté? Oui, c'est aussi beaucoup utilisé comme biomonitoring. Alors ça veut dire en clair que ça absorbe énormément d'éléments, notamment des métaux, des polluants organiques ou quoi, donc on les utilise beaucoup aussi pour ça, pour monitorer, en français, pour suivre un petit peu la concentration de tout ça et tout. Et puis c'est aussi utilisé un petit peu pour... c'est le début de la recherche, mais pour un peu l'assainissement de l'air aussi. Et ça, je ne sais pas si vous voyez un peu plus les murs végétalisés et puis tout. La mousse, en plus, ça pousse un peu, ça a besoin, c'est increvable un petit peu. Après, ça a quand même besoin d'humidité, de lumière comme toute plante et tout et tout. Puis ça dépend des espèces aussi. Celles que vous voyez beaucoup et que vous allez acheter à Canadian Tire, c'est les sphènes, là, les petits tapis que vous mettez après sur vos petites plantes parce que ça apporte beaucoup d'humidité et puis tout. Mais je sais plus c'était quoi la question, excuse-moi. Mais on pourra en parler après si tu veux. On aurait le temps pour une dernière question. Je vois pas la personne. Bonsoir. Comment c'est organisé? Vous êtes la mousse, mais est-ce que c'est un ensemble de petites plantes ou c'est un macro-organisme? Non, c'est une... je ne sais pas si vous avez vu la première diapo là, que je vous avais mis. Il y avait comme un peu le mugshot de la mousse. Et en fait, c'est un brin, en fait. Et en fait, c'est des grands tapis de mousse. Donc, c'est des brins entrelacés chacun entre eux. Donc, non, c'est un organisme. OK, donc chaque brin est un organisme individuel. C'est ça, exactement. Okay. C'est juste qu'il y a une surface vraiment ultra importante. Donc, c'est pour ça qu'elle absorbe beaucoup de carbone et qu'on parle en tapis plutôt qu'en brin. Puis on ne sait pas vraiment... On ne peut pas vraiment parler en brin, en fait. C'est plus en surface qu'on va parler en hectare, plutôt. Merci, Charlotte. On peut l'applaudir.
Donc, on va maintenant pouvoir passer à notre deuxième présentation étudiante de la soirée. Et j'ai nommé Olivier Bernard, étudiant au PhD en physique à l'Université de Sherbrooke. Il a présenté cette année à Démonte ton mythe, donc le premier événement de notre programmation 2023-2024, ainsi qu'à notre événement Science et Fiction. Et aujourd'hui, il vient nous parler des mythes liés aux centrales nucléaires. La parole est à toi. Le laser, c'est quoi? Le laser, c'est ça? Ouais. Hey, bonsoir, merci beaucoup d'être venu en grand nombre. Centrale nucléaire, dangereuse pour nous et l'environnement, on va en parler. Déjà, centrale nucléaire, ça évoque beaucoup de sentiments. C'est très lourd comme sujet, ça évoque beaucoup d'images, par exemple, des désastres naturels comme Godzilla qui se promène un peu partout, ou tragiques événements de Tchernobyl en 86. À main levée rapidement, qui a déjà entendu parler de Tchernobyl ou vu la mini-série sur Tchernobyl? Merveilleux. Pas besoin de vous dire que ça va exploser, mais par souci et rigueur scientifique, j'ai voulu faire une expérience dans ma cour arrière pour vous donner des images. Mon chien a vu ça, il n'a pas aimé, c'est peut-être un petit peu trop lumineux. Donc, bon, blague à part, mon chien qui voit mon explosion nucléaire dans ma cour arrière. Pourquoi on parle de Tchernobyl? C'est parce que c'est un événement qui est unique, c'est une exception dans le monde du nucléaire en tant que tel. Puis pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ça a explosé? Des gens en partant comme des stagiaires, comme nous on a déjà été, abandonnés par nos superviseurs dans le laboratoire. C'est une équipe de soir de fin de semaine inexpérimentée qui ne maîtrisait pas les procédures de sécurité, malheureusement. Combiné à ça, on avait du matériel qui datait, d'équipements défaillants, donc des systèmes de sécurité qui n'avaient pas été réparés, une infrastructure qui n'était pas destinée initialement pour l'exploitation d'énergie nucléaire, et enfin, le cœur nucléaire lui-même, qui était instable comparativement aux contreparties européennes et américaines. Puis pourquoi je dis ça? Bien, en fait, c'est ça que c'était. Puis pourquoi c'était ça? Dans le temps, Tchernobyl faisait partie de l'URSS. En 1986, c'était encore la guerre froide. Il y avait la course pour l'espace, mais aussi de la course pour l'armement. Puis des cœurs instables, ça produisait une plus grande quantité de déchets nucléaires, notamment le plutonium, qu'on utilisait pour faire des armes. Fait que tout ça combiné ensemble, comme une tour de Jenga qui s'écrase, le réacteur numéro 4 de Tchernobyl a fini par faire une explosion, malheureusement. Mais tout ça, cet événement-là nous a amené en tant que société à réfléchir, à se poser la question, est-ce que c'est polluant? Est-ce que ça fait beaucoup de déchets, les centrales nucléaires? C'est 7 à 14 ans, bâtir une nouvelle station, c'est plutôt long, c'est super polluant initialement. Mais c'est tellement efficace d'un point de vue énergétique qu'en termes de tonnes de CO2 par gigawattheure produite, c'est similaire à nos barrages hydroélectriques au Québec. Fait que de ce côté-là, ce n'est pas une énergie très polluante en termes de réchauffement climatique. Par contre, on a encore le cas des déchets nucléaires eux-mêmes. Et avant de vous dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, on va passer rapidement sur quel principe physique on se base, c'est la fission nucléaire. Donc, grosso modo, on a un neutron qui frappe un atome radioactif qui se scinde. Par exemple, l'uranium, ça devient du plomb avec le temps. Puis ça, quand il y a de la fission, il y a aussi de la radiation nucléaire. Alpha, bêta, gamma. Puis après un certain temps, lorsque le cœur nucléaire n'est plus assez radioactif, c'est ce qu'on appelle un déchet nucléaire souvent. Ça peut être du plutonium, du plomb, etc. Donc maintenant que vous comprenez parfaitement la fission nucléaire, la physique derrière les centrales nucléaires, on peut retourner à nos déchets. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les enferme dans des gros châteaux de béton qu'on laisse parfois à l'extérieur, ou des châteaux de plomb qu'on va prendre et on va mettre dans des grands bassins qui vont devenir des spas comme le spa nordique à Sherbrooke. OK, non, ça, c'est pas vrai. Mais bref, on les enferme dans des piscines, malheureusement. Mais est-ce qu'on pourrait les recycler, ces déchets-là? Bien oui, on pourrait avec des moteurs SMR, des moteurs Breeder. C'est des moteurs de nouvelle génération qui sont moins chers, plus efficaces, plus robustes, ils n'exploseront pas. Mais pourquoi on ne l'utilise pas? Principalement, il y a le tabou de la guerre froide. Comme je disais tantôt, on utilisait les déchets pour faire des armes nucléaires. Socialement, c'est un peu tabou encore parler. Est-ce qu'on veut faire de nouvelles stations nucléaires? D'en faire plus? La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de lobbyisme de la part du pétrole. 75 % de l'électricité mondiale, c'est fait à l'aide de pétrole, malheureusement. Puis ils ne veulent pas trop laisser leur part de marché aller comme ça. Fait que, je vous parle de ça, je vois ma salade. Pour conclure, au fond, là, la fission nucléaire, l'énergie nucléaire, c'est pas si dangereux ni polluant que dépeint si on respecte les normes de sécurité du monde du nucléaire et si on pouvait socialement accepter de récupérer, recycler nos déchets. On avancerait beaucoup là, on aurait moins de déchets. Puis pour mettre une petite cerise sur le sundae, comme on dit,
La fission nucléaire, ce n'est pas l'énergie du futur. C'est vraiment loin de là. L'uranium, c'est limité, on n'en a pas infiniment sur la planète. L'énergie du futur, ça va être plus dans l'hydroélectricité, par exemple, une énergie renouvelable, ou, moi je suis plus dans ce camp-là, la fusion nucléaire. Ce n'est pas une technologie qui est à portée de main encore, mais on espère que bientôt ça pourrait l'être. Sur ça, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous avez des questions, puis je vais être là le reste de la soirée aussi. Bon. Si jamais vous avez d'autres. Ouais. Tu parlais que ce n'était pas si dangereux ou aussi polluant, es-tu capable de le comparer, par exemple, à une centrale au charbon ou à l'hydroélectrique pour donner une idée? Bien, disons, le charbon, c'est beaucoup les retombées des cheminées qui est dangereux après sur l'environnement, sur l'écosystème. Le charbon, déjà, ça va produire à peu près, c'était 1200 tonnes de CO2 qui retombent après sur l'écosystème pour 1 gigawattheure d'électricité. C'est quand même énorme, tandis que, mettons, l'hydroélectricité elle-même, c'est 26. Les centrales nucléaires à fission, c'est environ 28. Le charbon, c'est beaucoup les retombées sur l'écosystème. L'hydroélectricité puis le nucléaire, c'est beaucoup la construction qui est polluante. On doit détruire malheureusement un écosystème pour la bâtir, sauf si on réutilise des infrastructures qui sont déjà existantes, comme recycler des usines au charbon et transformer en usines nucléaires. Je ne sais pas si c'est là où tu voulais aller. Là. Oui, Gentilly 2, ouais, c'est un cas particulier. Mais merci pour la question. Il y a d'autres questions? Oui. Salut, merci pour ta présentation, c'était le fun. Moi, c'est plutôt au niveau partie polluante, vu que je suis un petit peu une écologiste. En fait, tes déchets nucléaires, donc tu les mets dans ces grands cylindres là, ou alors dans des bains, mais t'en fais quoi? Enfin, je veux dire, on les accumule juste et puis on les enterre, on les fout sous le tapis, on fait ah ça va, c'est juste radioactif. Ouais, ben, faut essayer de mettre ça le plus court possible. Oui, c'est ça qu'on fait. L'épaisseur, les parois, pour le béton, c'est du béton dopé au plomb pour limiter au minimum 95% des radiations qui s'enfuient. Donc, avoir une dose qui est sécuritaire, considérée sécuritaire pour au moins l'humain. Bien oui, c'est ça, on a des sites d'enfouissement. À part la Finlande, les centrales nucléaires, ils gèrent elles-mêmes leur site d'enfouissement. En Finlande, ils ont obligé les centrales nucléaires de les mettre dans certains endroits très spécifiques. Fait que, go la Finlande, moi j'encourage beaucoup ces mesures-là. Puis si on pouvait déjà recycler nos déchets, parce que d'un point de vue légal, mondialement, c'est illégal de les recycler. Notamment, surtout quand c'est en forme de plutonium, depuis la guerre froide, en fait. C'est les États-Unis qui ont été les premiers à l'interdire, puis les autres pays qui ont des centrales nucléaires qui ont suivi dans le même pas. Fait qu'il y a beaucoup du côté législatif, il y a beaucoup du côté social aussi à discuter. C'est une discussion de société à avoir aussi. Est-ce qu'on veut recycler ces déchets-là? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Mais c'est une question hyper importante, en fait. On ne sait pas, ils sont où tous les déchets, malheureusement. Exact. Malheureusement, c'est ça qui survient. Oui? Donc, merci Olivier. Oh. Vous pouvez me parler après. Vous avez la vie. Donc, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour les questions, mais comme Olivier disait, il va être présent à la fin de la soirée ou à la pause même là, pour discuter. Donc, j'inviterai maintenant notre troisième présentatrice, Alexandra Thibodeau, qui a fait un baccalauréat en kinésiologie en 2022 et qui a poursuivi ses études à la maîtrise en recherche en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Elle a, elle aussi, présenté à Démonte ton mythe, donc le premier événement de l'édition 2023-2024 de Bistro Brain, et elle vient nous parler ce soir de saines habitudes de vie et d'obésité. Quand je vous montre cette image-là, c'est quoi la première chose qui vous vient en tête? Bien, de façon automatique puis inconsciente, vous êtes probablement dit « Ah, il mange de la malbouffe, c'est pour ça qu'il est gros ». Puis en ayant cette réflexion-là, vous avez eu ce qu'on appelle un biais lié au poids ou un préjugé. Et ces préjugés-là surviennent de façon inconsciente et automatique. Et quand on les a de façon collective, ça mène à la stigmatisation. Donc la stigmatisation, c'est des stéréotypes, des idées fausses, donc des mythes.
La stigmatisation par rapport à l'obésité, ça comprend entre autres les mythes que les personnes en situation de surpoids sont lâches ou qu'elles ne sont pas en santé. Mais saviez-vous que la stigmatisation, c'est plus néfaste pour la santé que l'obésité? En d'autres mots, ça veut dire que la stigmatisation, ça a des conséquences plus négatives que le fait d'avoir un surplus de poids. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens démystifier certains mythes liés à l'obésité pour en réduire la stigmatisation, ce qui est un défi de taille. Donc, le premier mythe que je veux démonter, c'est que les personnes en situation de surpoids ne sont pas en santé. Donc, d'abord, l'obésité se définit par un indice de masse corporelle, IMC, supérieur ou égal à 30. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, on a 2 personnes qui ont le même IMC, mais on a une personne sédentaire et on a aussi un athlète. Donc, vous comprendrez que leur risque pour la santé n'est pas du tout le même, malgré le fait que les 2 personnes sont classées en situation d'obésité selon leur IMC. Ensuite, quand on parle de santé, il faut parler de composition corporelle. Donc, selon vous, à main levée, laquelle de ces personnes a le plus de risques pour la santé? Donc, ceux qui disent celle en rouge, levez la main. Parfait. Ceux qui disent celle en vert, est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Oui, quelques personnes. Donc, ceux qui ont dit celle en rouge, vous aviez raison. La personne en rouge a une composition corporelle de type pomme, ou encore, là, comme le dirait mon oncle Régent, « Oh, ça, c'est ma bonne petite bedaine de bière ». Donc, pour ces personnes-là, la graisse va s'accumuler au niveau de l'abdomen, et c'est cette graisse-là qui va être néfaste pour la santé. De l'autre côté, on a la personne en verte, qui, elle, a une composition corporelle de type poire, où la graisse va s'accumuler dans les cuisses et dans les fesses. Et cette graisse-là n'est pas néfaste pour la santé. Elle pourrait même avoir des effets protecteurs, puisque la graisse va s'accumuler à ces endroits-là, plutôt qu'au niveau des organes, comme le cœur ou le foie. Enfin, quand on parle de santé, il faut parler du meilleur indicateur de la santé, qui est la capacité cardio-respiratoire. Donc, la capacité du cœur et des poumons à acheminer l'oxygène jusqu'aux muscles lors d'une activité physique. Et cette capacité est déterminée par le niveau d'activité physique d'une personne. C'est tout à fait possible pour une personne qui est en situation de surpoids de faire de l'activité physique, d'être en forme et en santé. Elle pourrait même l'être plus qu'une personne qui est sédentaire, mais qui serait considérée comme ayant un poids normal. Donc, ce qu'il faut retenir, l'obésité ne représente pas la santé. Le deuxième mythe à démonter, c'est que les personnes qui vivent avec l'obésité sont lâches, paresseuses, qu'elles manquent de volonté parce qu'elles auraient juste à faire plus d'activité physique et manger mieux pour perdre du poids. En fait, l'obésité, c'est une situation complexe qui est influencée par de nombreux facteurs. Oui, l'alimentation et l'activité physique sont des éléments importants à considérer, mais il y a plusieurs autres facteurs, comme on peut le voir sur l'image, dont certains sont interreliés, qui vont influencer le poids d'une personne et qui ne sont pas nécessairement liés à la volonté de la personne. Par exemple, si on reprend Max du début de l'histoire, il est peut-être né d'une mère en situation de surpoids, ce qui le plaçait déjà plus à risque d'obésité. Il peut vivre une période de dépression, ce qui rend la gestion de son poids difficile. Et il peut habiter loin des terrains de football, qui est son endroit préféré pour pratiquer du sport. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs qui ne sont pas liés à la volonté d'une personne qui peuvent influencer leur poids. Donc, j'espère vous avoir convaincu que l'obésité ne représente pas la santé d'une personne et que c'est une condition complexe qui est influencée par de nombreux facteurs hors de la volonté d'une personne. Comme ça, la prochaine fois que vous croiserez Max ou quelqu'un d'autre dans la rue et que vous aurez un biais lié au poids, bien, vous serez en mesure de le déconstruire parce que c'est en démystifiant ces mythes liés à l'obésité qu'on va pouvoir réduire la stigmatisation. Est-ce qu'il y avait des questions pour Alexandra? Oui? Tu as le micro juste derrière toi. On peut savoir si une personne est en santé surtout par sa santé cardiovasculaire. Est-ce que d'un point de vue médical, on a déjà comme des facteurs qui nous permettent de déterminer cette santé-là, mais d'un point de vue vraiment inclusif et général, autre que justement l'IMC qui n'est pas du tout inclusif, qui est fausse? Okay. L'IMC, justement, c'est utilisé
par le domaine de la santé parce que c'est vraiment facile. Tu prends le poids et la taille de la personne, qui sont des examens faits normalement dans le bureau du médecin, alors que pour mesurer la capacité cardio-respiratoire, le meilleur test à faire, c'est un VO2 max qu'on appelle. Donc, c'est un test sur vélo, sur tapis roulant, où on emporte vraiment la personne à son maximum. C'est coûteux, ça prend du temps et c'est pas réalisé malheureusement par les professionnels de santé. Merci pour la présentation, mais j'ai une petite question par rapport à tout à l'heure, tu as mentionné pour l'IMC, s'il dépasse 30, fait que là, tu es comme en cas d'obésité. Mais pourquoi la personne musclée, elle est comme en état d'obésité aussi malgré elle est musclée? Oui, c'est une bonne question parce que l'IMC, c'est le poids en kilos divisé par la taille au carré. Et le poids d'une personne, ça comprend sa masse grasse et sa masse musculaire. Donc, l'athlète, par exemple, lui, il a beaucoup de masse musculaire, beaucoup de muscles, qui s'entraîne et son poids est élevé, mais ce n'est pas de la masse grasse, contrairement à la personne sédentaire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bien, moi, j'ai une question pour toi, en fait, pour faire un peu, pour faire du piggyback sur la question de madame. Et en fait, on sait récemment que l'IMC, ça a été fait est basé en fait sur des hommes blancs. Et donc, est-ce que vous êtes en train d'établir des études pour déterminer l'IMC d'une femme blanche, d'une femme noire ou d'un homme noir aussi? Je ne sais pas s'il y a des personnes qui cherchent à changer les classes d'IMC. Je sais que les classes changent, par exemple, selon l'âge, puis qu'il y a des nouvelles références pour d'autres populations. Mais qu'est-ce qu'on est plus en train de faire, c'est par exemple, il y a un nouvel outil qui s'appelle l'EOSS, qui, au lieu de se fier seulement au poids en kilos puis à la taille pour déterminer l'obésité, va se fier plutôt à des critères comme est-ce que la personne est capable de réaliser ses tâches de la vie quotidienne, est-ce que la personne a des douleurs, est-ce que la personne vit avec des maladies, et c'est en fonction de ces critères-là qu'on va déterminer si une personne va être plus en obésité ou non. Fait qu'on s'en va plus vers des mesures qui sont disons, plus liées à la santé et non au poids et à la taille. Merci, Alexandra. On peut l'applaudir. Merci. Donc, le dernier, mais non le moindre, j'appellerai maintenant Marwan Bessour, actuellement finissant au doctorat en génie électrique. Marwan est un fan fini de Bistro Brun. Il en est à sa 4e présentation ce soir, en plus d'avoir participé à notre podcast. Vous l'avez d'ailleurs vu là, sur les photos d'Alexis, c'est sa photo préférée, mais dans toutes ses présentations. Désolée, Marwan. Donc, cette année, il a présenté à l'événement Technologie du futur et il vient nous parler ce soir de rétine artificielle. La parole est à toi. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour la présentation, Gaëlle. Marwan, je suis doctorant en génie électrique et ce soir, je voudrais vous parler de ma thèse de doctorat que j'ai intitulée « La symphonie rétinienne ». Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter Zakia. Zakia, elle a 84 ans, elle a 4 petits-enfants et ses passions dans la vie, c'est le jardinage, la lecture et prendre un bon petit café avec ses amis. Malheureusement pour Zakia, quand elle veut voir ses petits-enfants jouer à la balançoire, c'est ça qu'elle voit. Si on examine de près, eh ben, Zakia est atteinte de ce qu'on appelle la rétinite pigmentaire. C'est une maladie dégénérative de la rétine, puis c'est comme si vous regardez le monde, vous voyez le monde à travers un tout petit trou, comme ça. Malheureusement, il y a aussi plus de 10 millions de personnes dans le monde qui vivent avec une cécité partielle ou totale, pareil qu'à Zakia. Si on examine de près, mais imaginez que vous fassiez votre café le matin, que vous vous habillez ou que vous allez prendre l'autobus avec une vision pareille. On peut se rendre compte rapidement que les tâches les plus simples peuvent devenir extrêmement difficiles. Et si on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, on va analyser une rétine en santé et une rétine affectée avec la rétinite pigmentaire. En général, la rétine, elle a 3 couches. Il y a les cellules ganglionnaires, les cellules bipolaires et les photorécepteurs. Pour Zakia, on se rend compte que ces photorécepteurs sont dégénérés. Si on regarde encore de plus près comment la vision fonctionne, si on va au lac des Nations, une image va être rétrécie par notre cornée, elle va être projetée sur la rétine, la lumière va arriver sur nos photorécepteurs et elle va être convertie en électricité qui sera par la suite reconduite sur le nerf optique jusqu'au cortex visuel. Malheureusement pour Zakia, quand la lumière arrive sur ces photorécepteurs,
elle n'est plus convertie en électricité, et donc il n'y a plus de signal électrique qui est reconduit sur le nerf optique, et donc c'est le noir. Bonne nouvelle pour Zakia, il y a ce qu'on appelle la neurostimulation. Si on prend un circuit électronique avec des électrodes en diamant et un neurone biologique, et qu'on envoie des pulsations électriques à ce neurone, eh bien, ce neurone va générer d'autres pulsations électriques qui peuvent être envoyées sur le nerf optique jusqu'au cerveau. Donc, on pourrait concevoir un implant biomédical rétinien qui pourrait stimuler les cellules ganglionnaires et justement remplacer les photorécepteurs qui sont dégénérés. De cette manière, on peut restaurer ce qu'on appelle une vue artificielle ou une vue artificielle, pardon. Donc, à Sherbrooke, on a conçu un implant biomédical rétinien. Je vous le présente ici. On a un boîtier en diamant biocompatible, un transmetteur radio, une mini-cellule photovoltaïque et une caméra en avant pour capturer les images devant vous. Voici la taille de l'implant assemblé. C'est une taille maximale de 4 mm par 5 mm. C'est un peu similaire à l'implant cochléaire qui redonne l'ouïe ou un implant de stimulation cardiaque, ou communément appelé un pacemaker, qui régule et stimule la fréquence cardiaque. On n'est pas les seuls à travailler sur ça. En 2011, Argus, Second Sight ont commercialisé leur premier implant rétinien. Et malheureusement, ce que ces personnes voyaient avec l'implant implanté, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des phosphènes de lumière, ou plus communément appelés des blobs. Et ensuite, c'est noir. Donc, on peut comprendre que la rétine, la vision artificielle créée par cet implant n'est pas réellement fonctionnelle. Si on essaie de comprendre ce qui se passe, quand une image arrive sur la rétine, eh bien, elle est décomposée en plusieurs filtres avec des pièces de puzzle bien différentes et elle est envoyée pièce par pièce au cerveau via le nerf optique. Donc, notre rétine, c'est similaire à un orchestre musical. En effet, chaque image serait une symphonie, chaque neurone de la rétine un instrument musical et chaque pièce du puzzle aux couleurs une note musicale différente. Donc, pour que notre symphonie soit très bien jouée, il faut que chaque instrument joue la bonne note au bon moment. Pour réaliser cela, eh bien, on s'inspire de ce qu'on appelle la neuroscience et de comment le cerveau fonctionne. Avec plein de méthodes de mathématiques ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, on conçoit des réseaux de neurones artificiels. Donc, notre réseau de neurones, on lui présente une image, il fait ses propres calculs, il fait plusieurs prédictions, et ensuite, on lui dit quelle prédiction ou quelle partition correspond à quelle image. Bien sûr, après, on téléverse ce qu'on a appris sur notre implant biomédical pour qu'il apprenne à recréer cette image. Bien sûr, pour que Zakia puisse voir ses petits-enfants, il faut qu'on fasse la même chose sur des millions et des millions et des millions d'images. Donc, on va calculer tous leurs partitions respectives, puis par la suite, on va téléverser ça sur notre implant biomédical. J'ai eu l'aide de mon petit ami Ratatouille pour pouvoir faire cela. Il nous a prêté sa rétine qui est affectée de rétinite pigmentaire, qu'on a mis sous le microscope, et que par la suite, on lui a présenté une image, et on a enregistré chaque partition correspond à quelle image. Ensuite, on a donné ça à notre réseau de neurones artificiels, qui a calculé ce qu'on appelle une fonction de coût. Je vous épargne l'explication. Puis ensuite, on a téléversé ce savoir-là dans notre implant, qui a envoyé des chocs électriques pour pouvoir reproduire la même partition. Par la suite, avec une autre méthode mathématique, on compare la différence entre les deux partitions et on donne une rétroaction à notre réseau de neurones artificiels ou notre rétine artificielle. Donc, on pourrait dire que notre implant, c'est un peu notre maestro de notre rétine artificielle. Eh bien, avec ça, quand Zakia va voir le monde à travers son petit trou, on peut l'équiper de lunettes intelligentes dotées d'une caméra. Ces images-là vont être envoyées à notre rétine artificielle et les partitions vont être envoyées ensuite à notre implant biomédical qui va générer les bonnes stimulations électriques qui seront envoyées à travers le nerf optique jusqu'au cortex visuel pour que Zakia puisse finalement voir ses petits-enfants jouer à la balançoire et au ballon. Je voudrais juste prendre 2 petites secondes pour rendre hommage à ma grand-mère Zakia et à mon grand-papa Kabello qui nous ont quittés malheureusement trop tôt. Et voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions? Moi, j'ai 2 questions ici. Oui, allô? La première question, c'est qu'est-ce qui cause la rétinite pigmentaire? Puis la deuxième question, vous parlez d'un implant, donc je comprends que c'est inséré dans le corps humain, puis vous
vous installez dans l'implant un logiciel. Une fois que l'implant est dans le corps humain, est-ce que vous avez un moyen d'envoyer des updates? Est-ce que vous perdez le contact? Comment vous... Bonne question. Je pense que je suis passé un peu trop vite sur la slide de l'implant, mais je vais pouvoir vous montrer. On a une communication optique pour envoyer les informations à l'intérieur et une communication radio pour ressortir les informations. C'est un peu trop long dans la présentation, c'est pour ça que je voulais mon clicker au début. Et voilà. Bon. Ça, c'est la cellule photovoltaïque avec laquelle on envoie les informations avec le laser. Donc, ça réfléchit sur les miroirs et on envoie les données et l'énergie directement à l'intérieur. Puis, vous remarquerez aussi que par rapport à Argus 2, il n'y a pas de câble percutané qui traverse ton globe oculaire parce que ce serait un peu plate. À chaque fois que tu bouges les yeux, tu entends un petit squeak de plastique. Puis, pour ressortir les informations, il y a cette puce de transmetteur radio qui nous envoie les informations de l'extérieur pour nous dire que tout va bien ou que ça a trop chauffé, fait qu'on a coupé, ou qu'on a eu la bonne simulation ou pas. Oui, ces informations, on les envoie avec le laser, justement. Oui, avec le laser, on envoie la puissance et l'information modulée à l'intérieur de son énergie. Alicia, je pense que tu avais une question. Oui, dans le fond, ce serait de savoir, est-ce que entre la captation de l'image puis le traitement de l'image, de l'information, tout ça, est-ce que le temps est assez court pour que ce soit permettre une vie totalement normale, genre comme si tu avais la vie normale, ou est-ce qu'il y a quand même un délai qui fait que, tu as un temps de latence, mettons, tu ne pourrais pas conduire là? C'est une très, très bonne question. À date, on n'a pas encore implanté notre implant biomédical, mais il y a quand même, oui, un délai. Puis pour le caractériser réellement sur terrain, il faudrait qu'on fasse des tests cliniques. Mais avec les implants qui ont été commercialisés dans le passé, il n'y a pas eu ce genre de défi parce que notre œil, elle fait une moyenne. Par exemple, la lumière qui est en train d'éclairer la salle ce soir, elle s'éteint puis elle s'allume. Elle s'éteint et s'allume 120 fois par seconde, alors qu'on ne le voit même pas. Et nos circuits électroniques roulent à des centaines de kilohertz, même de mégahertz. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait un enjeu, mais on peut juste le prouver si seulement on fait des tests cliniques. Malheureusement, c'était tout le temps qu'on avait pour les questions. On peut applaudir Marwan. Donc, si vous avez d'autres questions, je suis sûre que Marwan va y répondre pendant la pause. On va prendre un petit 10 minutes de pause. On va revenir vers 8h15. Donc, on commence ce deuxième volet de présentation incroyable. J'espère que vous aimez ça. Est-ce que vous aimez ça? Moi, en tout cas, ça fait déjà 6 ans que je m'implique dans le BistroBrain, puis je peux vraiment vous témoigner que le calibre là, ce soir est vraiment élevé. On a des gens... Il ne faut vraiment pas mettre de la pression sur nos profs là, qui présentent dans pas long, là, mais quand même, le calibre, c'est des gens qui ont déjà présenté, ils ont fait un double effort pour raccourcir en 5 minutes. Donc, le produit final est vraiment incroyable à mes yeux. Encore merci à tous ceux qui ont pris du temps pour préparer. Maintenant, on passe au professeur. Donc, présentation de 12 minutes avec des périodes de questions de 5 minutes. Et je répète, c'est des chercheurs dont les travaux ont une retombée à l'échelle provinciale, internationale, ou encore qui sont des ambassadeurs, ambassadrices de l'Université de Sherbrooke. Pour commencer, on a Paul Charette, qui est directeur scientifique de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique. Pour faire simple, on appelle ça le 3IT. Et également professeur en génie à l'Université de Sherbrooke. Ses recherches portent sur les capteurs à base d'interaction lumière-matière. On remercie au passage le 3IT pour son soutien et ses collaborations cette année, notamment pour notre événement Technologie du futur, le 10 janvier, qui a accueilli 137 personnes. Et également pour notre prochaine collaboration, Innovation technologique, qui va avoir lieu dans 2 semaines, à même les espaces, superficies à côté du 3IT. Donc, on fait ça au Grand Air sous un chapiteau. On vous y invite. Salut à 17h. Donc, ce soir, Paul nous propose une technologie pour conduire la nuit et éviter les animaux. Merci d'accueillir avec beaucoup de bruit. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être ici. Merci beaucoup de l'invitation. En même temps, très intimidé. Suivre des étudiantes et étudiants qui ont des présentations de si haut calibre, c'est toujours un peu intimidant pour un prof. Mais bon, on va essayer de tirer notre épingle du jeu.
Alors, vous verrez, je commence avec une citation empruntée à Saint-Exupéry avec Le Petit Prince et sa rose. Donc, le Saint-Exupéry avait presque raison, mais pas tout à fait. En fait, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec la chaleur. Et c'est ce dont je vais vous parler ce soir, donc de vision de nuit dans des voitures. Bon, un petit schéma simple pour vous rappeler comment ça fonctionne, la vision. Si on est le jour, par exemple, et qu'on voit un objet, c'est que forcément, il y a une source lumineuse. On ne voit pas très bien mon pointeur. Je pense que je vais changer de pointeur. Voilà. Donc, on a une source lumineuse, la lumière qui réfléchit sur un objet, qui frappe notre œil et on voit quelque chose. Donc, Marouane nous a expliqué ça beaucoup mieux que mes petits schémas. Si on voit encore, on a de la lumière émise par un objet d'intérêt qui va frapper notre œil et on voit quelque chose. Si on conduit la nuit, comme les objets, par exemple, des objets vivants n'émettent pas de lumière, ça nous prend des phares devant la voiture, et ça, c'est bien beau en principe, mais en pratique, ce qu'on voit, ça ressemble à ça. Donc, on voit des objets qui sont lumineux comme des phares de voiture, mais les objets vivants, on ne les voit pas très bien. Alors, comment est-ce qu'on pourrait améliorer la situation? Bien voilà, le Petit Prince a la solution. Alors, allons-y. Premièrement, des petites divergences à gauche, à droite, là, parce qu'on parle de science, on s'amuse avec ça. Qu'est-ce que la lumière? Bon, toutes et tous appris à l'école que la lumière blanche, par exemple, c'est composé de différentes couleurs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça, composé de différentes couleurs? En fait, la lumière sont des ondes qu'on dit des ondes d'énergie électromagnétique. Sans trop s'éterniser sur ce que c'est, parce que c'est à la fois simple et très compliqué, mais pour le besoin de la cause, c'est des ondes énergétiques qui se promènent dans l'espace autour de nous. La seule chose qui les distingue, c'est la longueur d'onde, donc la distance sur laquelle on a une oscillation complète. Et plus la longueur d'onde est courte, plus la couleur nous apparaît bleutée, plus la longueur d'onde est longue, plus nous apparaît rouge. Mais il n'y a pas que les couleurs dans le visible. Il y a un schéma ici qui commence avec des longueurs d'onde courtes à un bout et des longueurs d'onde plus longues là. Et les longueurs d'onde très courtes sont très énergétiques, comme par exemple les rayons gamma qui sont utilisés pour la radiothérapie, les rayons X qui sont utilisés pour la radiographie, en passant par les UV dont on se protège avec le soleil. Une étroite bande ici qui sont les couleurs qu'on voit. Ensuite, on passe dans ce qui s'appelle l'infrarouge, les longueurs d'onde plus longues que le rouge, en particulier des longueurs d'onde associées à la chaleur. Donc, il n'y a pas que le contact avec les objets qui peut transmettre la chaleur, il y a en fait les ondes électromagnétiques. Si on va dans les longueurs d'onde encore plus longues, il y a les micro-ondes qui sont utilisés par nos téléphones cellulaires et par nos appareils pour chauffer de la bouffe. Il y a les longueurs d'onde plus longues. Donc, curieusement, il y a les longueurs d'onde, en fait, auxquelles nos yeux sont sensibles, c'est une toute petite mince bande de ça ici. Et on est en droit de se demander, par exemple, pourquoi est-ce que nos yeux sont sensibles à ces longueurs d'onde-là en particulier? Bien, ici, j'ai dessiné un spectre, encore là, sur un graphique, on a des longueurs d'onde courtes à un bout, des longueurs d'onde longues à l'autre bout, donc visibles, ultraviolet, infrarouge. Et ici, ça représente la force, ou en fait la quantité d'énergie émise dans ces différentes bandes-là par le Soleil. Et si je superpose à ce graphique-là les longueurs d'onde auxquelles sont sensibles nos yeux, bien, elles sont ici. Alors, vous voyez que nos yeux sont sensibles, en fait, là où le Soleil émet le plus de lumière. C'est que ce n'est pas un hasard que nos yeux sont sensibles à ça, en fait. C'est parce qu'on a évolué sur une planète qui est éclairée par notre Soleil. Et on peut se demander, par curiosité, qu'est-ce qui se serait passé si on avait évolué sur une autre planète? Bien, par exemple, le Soleil, on a le Soleil ici au milieu. Si on avait évolué sur une planète sous l'étoile Spica, bien, on aurait probablement des yeux qui seraient sensibles au mauve violacé. Et à l'inverse, sur Antares, bien, on aurait des yeux qui seraient plus sensibles au rouge, à l'infrarouge. Revenons à notre spectre électromagnétique, encore une fois avec les longueurs d'onde courtes, les longueurs d'onde longues, les longueurs d'onde qu'on peut voir. Et nous, ce qui nous intéresse dans la présentation ici, c'est les longueurs d'onde associées à la chaleur. Donc, des objets émettent des longueurs d'onde plus longues que celles auxquelles nos yeux sont sensibles normalement. Et c'est ce à quoi on va essayer de remédier avec ce qu'on appelle la vision thermique, donc voir la chaleur essentiellement. Si on pouvait avoir de la vision thermique dans les voitures, on observerait des scènes comme ça sur les routes du Québec qui seraient assez typiques, là, des choses qu'on verrait la nuit comme ça, des objets de tous les jours. Bon, évidemment, ça c'est un peu plus rare ici. Là, ce qui est plus fréquemment un problème, c'est les chevreuils. Donc, il faudrait repérer les chevreuils de manière automatique. Puis, accessoirement, ce n'est pas seulement utile pour la vision nuit, c'est aussi utile pour la santé publique. Par exemple, en temps de COVID, il y a des développements qui ont été faits pour utiliser ces caméras-là pour repérer des gens qui ont de la fièvre ou encore des personnes qui seraient revenues de la cabane à sucre ayant consommé trop de fèves au lard, par exemple. Attention, c'est facilement repérable avec les caméras thermiques. Donc, vous êtes avertis. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir la vision nocturne dans les voitures? Bien, on pourrait utiliser les patentes qu'on voit dans les films de guerre, comme ça. Là. Puis bon, c'est assez comique, mais je vous imaginez conduire avec ça, c'est pas super commode. Donc, ce qu'on voudrait idéalement, c'est intégrer les caméras aux voitures.
Alors, pour qu'on puisse avoir un système automatisé qui repère, encore là, des animaux assez communs au Québec, avec un système automatisé qui nous dit « attention, il y a un objet », ces caméras-là existent déjà. La technologie existe déjà. On pourrait prendre quelque chose comme ça et le mettre devant une voiture. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Bien, la raison est fort simple, c'est le prix. Ça coûte une fortune, ou ça coûtait une fortune avant ce projet-là. Aujourd'hui, il y a à peu près 40 à 45 du coût des voitures qui va dans l'électronique de la voiture. Les gadgets, là, c'est 40 de la voiture. Donc, des casques à vision nuit comme ça qui valent des dizaines de milliers de dollars, ça vaut déjà plus cher que la voiture. Donc, c'est pour ça qu'on n'en voit pas dans les voitures. Si on parle maintenant d'image numérique, qu'est-ce que c'est une image numérique? Bien, anciennement, c'est-à-dire, il y a, je ne sais pas, dans l'âge de vos parents ou quand moi j'étais jeune, c'est-à-dire il y a 150 ans, là, on avait des caméras analogiques comme ça avec des capteurs analogiques, essentiellement un film. Il y en a peut-être qui sont des passionnés parmi vous qui savent ce que c'est des films, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, un petit schéma ici d'une caméra, même un œil, ça ressemble à ça. C'est toujours une boîte qui isole de l'environnement. On a un trou avec une lentille devant où on laisse pénétrer la lumière avec un capteur dans le fond ici. Puis le capteur va avoir différentes natures selon les longueurs d'onde qu'on va mesurer. Alors, on a remplacé essentiellement le film par un capteur numérique, mais c'est la même boîte noire, c'est le même concept. Même dans vos téléphones, c'est exactement pareil. C'est juste plus petit. Alors, on a un capteur qu'on dit numérique. Pourquoi? Parce qu'il va mesurer un pixel à la fois, une unité de l'image à la fois. Et avec une matrice de pixels, soit rectangulaire ou carré, on va pouvoir reconstituer une image. Donc, quand on projette à l'écran de votre téléphone ou votre ordi, en fait, c'est aussi une image numérique. C'est-à-dire, si vous regardiez à la loupe, ce qu'on voit, vous verriez en fait qu'il y a une densité de pixels, il y a une haute densité de pixels dans l'image. Donc, ce n'est pas une image continue. Et votre œil fait la fusion de ces pixels-là pour avoir l'impression de voir une image continue. Alors, quand on parle, par exemple, de la caméra 1 mégapixel, 2 mégapixels, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est les dimensions de la matrice ici. Alors, 1 mégapixel, ça serait 1 million de pixels par 1 million de pixels, pardon, 1000 par 1000, ce qui fait 1 mégapixel. Puis, pour vous donner une idée, l'œil humain, par exemple, aurait une résolution d'à peu près 1 demi-million de mégapixels. Donc, on a un capteur dans le fond de l'œil qui est quand même très, très performant. Maintenant, si on parle de caméra thermique haute performance, qu'est-ce que j'entends par haute performance? Quelque chose qui peut nous donner une qualité d'image suffisamment élevée pour faire de la reconnaissance automatique d'objets la nuit, par exemple. Si on parle premièrement de facteur d'échelle, si vous regardez l'échelle ici en haut à droite, là, ici on est dans les centimètres, quelque chose de gros, et ici on est dans les nanomètres, quelque chose d'extrêmement petit. Donc, pour vous donner une idée, là, on parle de millimètres qui est un millième de mètre, un micron qui est un millionième et un nanomètre qui est un milliardième. Humainement, on a un peu de mal à gérer ces chiffres-là, ils sont tellement gros et tellement petits. Mais pour vous donner une idée, un cheveu humain est de 10 à 50 microns. Donc, ça ici, c'est la limite de la vision humaine. Donc, un cheveu humain, un cheveu assez gros, on va le voir à l'œil nu. Un cheveu fin, on commence à avoir beaucoup de mal à le voir. Et ce qui est en bas de ça, d'à peu près 10 microns, on ne le voit plus du tout. Si on vient ici à notre caméra, on a notre capteur numérique, la slide d'avant. Le capteur numérique, j'ai une photo ici avec un microscope électronique à très haute résolution, puis ça vous montre les pixels de quoi ils ont l'air. Pour vous donner une idée, ces pixels-là, leur dimension, ça a 12 microns de côté. 12 microns, là, on est à peu près ici. Donc, on est en deçà de la vision humaine. Donc, ça, ici, c'est invisible à l'œil nu. Puis chaque pixel est une petite membrane suspendue qui mesure 100 nanomètres d'épais. 100 nanomètres, là, on est entre un virus et une bactérie. Donc, c'est extrêmement petit. Donc, il faut avoir la capacité de faire l'ingénierie de la matière et d'en faire 1000 par 1000 environ de ça, pour obtenir un capteur haute performance. Donc, premier défi, c'est l'ingénierie de la matière à l'infiniment petit. Puis on a la chance, au 3IT, par exemple, d'avoir l'infrastructure et les machines, les bébelles qui nous permettent de jouer à cette échelle-là. Deuxième défi, on veut mesurer, en fait, on veut mesurer la chaleur. Donc, je vous expliquais tantôt que la boîte qui entoure le capteur ici, ça sert à isoler le capteur de l'environnement. Puis si on mesure de la chaleur, bien, l'environnement, en fait, on veut isoler notre capteur de la chaleur de l'environnement. Et comment est-ce qu'on fait? On fait exactement comme un thermos. Un thermos, qu'est-ce que ça fait? En fait, un thermos performant a une zone de vide entre l'intérieur et l'extérieur qui isole l'intérieur de l'extérieur. Donc, on va venir faire la même chose. On va encapsuler le capteur dans une petite chambre à vide très élevé. Qu'est-ce que j'entends par un vide très élevé? C'est un 100 millième de la pression ambiante. Pour vous donner une idée, là, ça, c'est la même pression qu'on a à 30 000 mètres d'altitude. Ça, c'est 3 fois plus haut que l'altitude où vous vous promenez en avion dans un vol commercial. C'est le genre de vide qu'on va avoir dans ces petits boîtiers-là. Alors, comment est-ce qu'on met tout ça ensemble? Bien, c'est le défi d'avoir une haute résolution, défi numéro 2, à vide élevé.
défi numéro 1, défi numéro 2, à vide élevé, c'est ce qu'on a besoin pour la performance, et on veut fabriquer tout ça à grande échelle, parce que la clé de faire baisser le coût, pour avoir un coût compatible avec les applications non militaires, des téléphones, des voitures, des cabanes à sucre, tout ça, ça prend la production haute à grande échelle. Donc, on fait ça dans ce qui s'appelle une salle blanche. Une salle blanche, c'est une infrastructure qui est complètement isolée de l'environnement, ou un environnement ultra propre et contrôlé, qui est typiquement 10 000 fois plus propre qu'un hôpital. Pourquoi? Parce qu'un grain de poussière là-dedans, une cellule de peau, serait la même dimension essentiellement que les pixels dans la matrice. Donc, on veut s'isoler de tout ça. Et on fabrique ces puces-là sur ce qui s'appelle des gaufres ou des tranches. J'en ai une ici, une portion de tranche. Donc, ce qu'on voit, les petits carrés, je ne sais pas si vous les voyez, là, c'est des puces. Donc, après à peu près 250 étapes de fabrication, on se retrouve avec des puces comme ça sur une gaufre. Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi c'est rond, une gaufre? C'est bête, hein? C'est tout simplement parce qu'on fabrique à base de ce qu'on appelle des couches minces. Alors, on met une goutte d'un quelconque composé chimique sur la tranche, on spin, on fait tourner, et puis ça s'étale. C'est pour ça que c'est toujours rond, ces machins-là, parce que si c'était carré, ça ne fonctionnerait pas. C'est bête, mais c'est ça. Donc, après 250 étapes, on se retrouve avec les différents petits capteurs. Donc, chaque carré ici est un petit capteur, et on va faire l'encapsulation du capteur dans son boîtier. On le met dans la caméra que j'ai ici. Je vais faire une démonstration dans quelques minutes. Il s'avère que le défi de ce projet-là, c'était d'encapsuler chacune de ces puces-là, non pas individuellement, comme c'était fait pour les systèmes militaires qui coûtent une fortune, mais au niveau de la tranche au complet. Donc, des centaines de capteurs encapsulés sous eau vide au niveau de la tranche. Ça peut sembler trivial. On peut dire, bien, pourquoi vous n'avez pas pensé ça avant? Bien, en fait, ça a pris 5 ans de travail à arriver là. Pour vous donner une idée, là, si une tranche était de la grandeur de la pièce, puis on voulait avoir la tranche sur laquelle est la puce et l'autre tranche sur laquelle est le petit boîtier qu'on met par-dessus, il faut que les deux soient plats entre eux d'à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Donc, imaginez-vous polir le plancher et puis un autre plancher par-dessus, à l'épaisseur d'un cheveu et coller ça ensemble. Et c'est tellement proche l'un de l'autre que les atomes vont se fusionner entre les deux couches. Donc, ça a été des défis technologiques énormes. En fait, à l'époque, il y avait une course mondiale pour réaliser ce succès-là. Et l'équipe que j'ai eu la chance de diriger de l'Université de Sherbrooke, de Polytechnique Montréal et Teledyne d'ALSA ont gagné la course mondiale. Donc, ça a été un super beau succès régional. Puis, il y a même le plus grand fabricant de caméras thermiques américain à l'époque qui a lancé la serviette et a décidé d'acheter ses puces chez nous. Donc, sans plus tarder, je vous montre quelques démonstrations parce que je vois mon temps qui avance. Et je vous montre l'image de la caméra thermique. Donc, c'est de ça que vous avez l'air. Vous êtes des gens très, très chaleureux. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec ça, si je me regarde avec la caméra, tac, voilà. Donc, j'ai un visage chaleureux, et je vais mettre mes lunettes, et tout à coup, les lunettes bloquent la chaleur émise par le visage autour de mes yeux. Je me mets un masque. Encore pire. Alors, j'ai l'air d'un bandit. Si je respire, vous allez voir ici, ça devient noir et blanc. Quand j'inspire, c'est que la température de l'air ambiant est froide comparé à mon corps. Donc, j'inspire, c'est noir. Et j'expire, c'est blanc. C'est l'air réchauffé par mon corps qui sort par ma bouche. Je vais regarder mes lunettes de gangster. Vous voyez ma main ici. Voilà. Donc, on voit très bien ma main. Je mets un sac par-dessus ma main. Hop. Et vous ne le voyez pas avec vos yeux, si vous regardez ici, mais si vous regardez l'image, on voit bien la lumière à l'intérieur du sac. Dernière petite démonstration. J'ai ma petite tasse de café. Oups, ça tient avec des élastiques high-tech ici. Je peux boire ma tasse de café, je ne la vois même pas. En tout cas, quelque part là. Et j'ai ma bouilloire high-tech. Oui, ma tasse. Voilà, la bouilloire est là, la tasse est là. Alors, je vais remplir la tasse. Et normalement, vous voyez, on voit la tasse qui commence à apparaître parce qu'il y a de fait à l'œil, vous ne voyez absolument rien. Mais à l'infrarouge, on voit la tasse qui commence à chauffer. Et voilà. Plaisir. 2 minutes de questions. Ou moins. Donc, ça quoi ici? Le riz s'en vient. Oui. On va supplier d'avoir une.
Merci pour la présentation, mais dans le fond, j'ai une petite question peut-être un peu bête pour toutes les recherches que vous avez faites, mais pour moi, je vois comme il y a comme un effet, comme les effets dans les cellulaires pour prendre une photo. Puis ça se peut qu'on peut remplacer la caméra par un simple algorithme qui va générer un simple effet qu'on va l'ajouter. Fait que dans les autos, on peut garder un simple écran, puis côté logiciel, rajouter un filtre, pas un effet, puis on va voir ça. Oui. En fait, ce qui s'en vient dans les téléphones, dans les voitures, c'est de la fusion d'images. En fait, on va combiner l'image visible à l'image thermique et on va faire ce qui s'appelle de la fausse coloration pour voir toutes ces choses-là superposées en même temps. Alors, ça dépend, tout dépend de l'échelle. Le coût peut être assez cher, mais la technologie existe, c'est juste une question de verser le coût. Donc, normalement, dans les années qui viennent, on va voir apparaître la vision assistée de nuit avec ces caméras-là, par exemple. Paul, comme dirait l'autre, c'est fascinant. Est-ce que c'est assez précis pour prendre des températures puis d'intégrer des températures de surface quantitatives? Oui et non. C'est suffisamment précis en termes de résolution, tant au niveau de l'image spatiale que la mesure prise par pixel. Le problème, c'est que d'évaluer quantitativement une température, c'est extrêmement compliqué. Curieusement, si on voit à l'œil, les couleurs visibles, c'est facile à interpréter. La chaleur dépend de ce qui s'appelle de l'émissivité d'un corps, ça dépend des longueurs d'onde émises. Donc, pour faire une mesure quantitative fiable, il faut typiquement une référence juste à côté. Et ça, c'est difficile à faire dans un endroit public. C'est facile dans un labo, mais dans un endroit public. Fait que moi, si je voulais mesurer ta température, il faudrait que j'ai une plaque au mur avec une température connue, donc ma caméra ferait ça et ça vers toi. C'est pour ça qu'au début de la COVID, il y a eu plein d'enthousiasme en disant on va utiliser ces caméras-là pour mesurer les températures des gens qui sortent des avions. Puis celles et ceux qui font de la fièvre vont à gauche, celles et ceux qui n'en font pas vont à droite. Et en fait, ça ne s'est pas réalisé parce que c'est compliqué d'interpréter ces images-là de manière quantitative et c'est un sujet de recherche très intense. Merci beaucoup, Paul. Avec plaisir. On vous invite encore naturellement à poser vos questions durant la période de réseautage. On va laisser une petite transition quand même technique pour Paul. Je sais qu'il y en a un qui est vraiment motivé à monter sur scène. Il veut faire l'activité physique, réduire ses risques de diabète, mais c'est ça, on va laisser un peu de temps quand même. C'est beau, j'ai juste débarrassé tout ça. Ça, voilà, André. Je sors toutes mes bébelles. Je reviens. Ça. OK, c'est du plug and play. Oh, oui, oui. Je pense qu'il y a juste la bouilloire en dessous. Ouais. Je te la mets ça dans... Est-ce qu'on a un bénévole? J'ai besoin d'un bénévole pour une bouilloire. Laurie? Ah, OK. Nouveau bénévole. Bon, ben, la transition est finie. OK. Ben, ce soir, vous avez peut-être remarqué avec la promotion, mais on vous a réservé pas mal de présentateurs qui sont des directeurs de centres de recherche. Le deuxième, c'est le Dr André Carpentier, qui est médecin-chercheur et directeur scientifique du centre de recherche du CHU, le CRCHU, et également directeur de la chaire de recherche du Canada sur l'imagerie moléculaire du diabète. On remercie une fois de plus le CRCHU pour son soutien à l'événement de ce soir et également à celui du 11 novembre sur le thème de la santé. On invite également tous les étudiants affiliés au CRCHU à participer à leur concours Sciences Pop, dans le cadre duquel Bistro Brain offre de l'accompagnement et une formation en vulgarisation scientifique. Donc, aujourd'hui, le Dr André Carpentier nous explique ce qu'est le diabète et comment la graisse brune peut nous aider à nous en protéger. Bonne présentation. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est vraiment gentil. J'espère que vous allez bien et que je vais bien faire ça après la superbe présentation de Paul et des étudiants. Je présente tout le temps mes conflits d'intérêts, mais mon principal conflit d'intérêt ce soir, c'est que comme on a subventionné l'événement, je l'ai exigé de venir présenter, donc c'est mon conflit. Donc, je vais vous parler de diabète. Levez la main qui a une personne vivant avec le diabète dans sa famille. Si on l'est, est-ce qu'on l'est? Oui, si vous voulez, mais je voulais... OK, donc on voit là, que quand même c'est une maladie très fréquente actuellement.
Bien, dans plusieurs années, vous allez voir, c'est toujours en augmentation. Hein, puis on va probablement assister à une augmentation globale des cas de diabète de 51 d'ici 2045. Ça, c'est à travers le monde. Évidemment, c'est variable d'une région à l'autre, mais en général, en Amérique du Nord, on est frappé de plein fouet par la pandémie de diabète. Puis le diabète, en fait, a des conséquences très importantes pour la santé. C'est 8 décès par minute au niveau mondial. Donc, pensez-y, là, pendant qu'on fait notre conférence ce soir, là, déjà depuis que j'ai commencé, là, il y a plusieurs personnes qui sont décédées de diabète à travers le monde. Donc, le diabète, c'est 25 fois plus de risque de perte de vision. Puis ça donne bien. On a eu des conférences sur les pertes de vision. On a parlé de la rétinite pigmentaire. Mais le diabète, c'est la cause la plus fréquente de perte de vision chez les personnes adultes dans notre environnement. C'est 3 fois plus à risque d'événements cardiovasculaires. 3 à 6 fois plus, dépendamment si on est un homme ou une femme. Une femme, dans l'âge moyen, c'est beaucoup plus élevé encore. Pour les problèmes d'amputation, ben, c'est la cause d'amputation la plus importante après les traumatismes. Donc, c'est la maladie qui cause les amputations le plus fréquemment dans notre population. Puis c'est aussi la cause de la moitié des cas d'insuffisance rénale qui mènent à la dialyse. Donc, pensez-y, là, nos unités de dialyse, là, la moitié des gens souffrent de diabète, puis c'est le diabète qui les a amenés à la dialyse. Puis évidemment, bien, ça diminue l'espérance de vie des gens. Une personne de 40 ans qui est diabétique va avoir en moyenne à peu près 7 ans de perte de vie. Et on ne compte pas la vie en santé, évidemment. Le diabète et avec l'obésité ou les conséquences néfastes de l'obésité sur la santé, ça correspond à la majorité des problèmes de morbidité qu'on a au Canada actuellement. Là, ça compte pour environ, les deux facteurs ensemble, là, de l'ordre de 15 de l'ensemble des années de vie perdues en santé. Donc, c'est un problème important, puis on voit là, que ça touche de près beaucoup de gens dans notre environnement. Mais c'est quoi le diabète? Le diabète, c'est un problème de contrôle de sucre dans le sang. Donc, comment ça marche? Bien, vous avez le sucre dans le sang en rouge, vous avez le pancréas en haut, le foie, les muscles et les intestins. Donc, à tout moment de la journée, notre foie produit du sucre. Puis vous voyez, ça, c'est mon animation super high-tech. Vous voyez mes carrés de sucre? Je suis extrêmement fier de cette animation-là. Puis le foie, donc, produit du sucre dans le sang à tout moment. Puis ça s'ajoute évidemment au sucre qu'on consomme dans notre alimentation. Puis ce sucre-là est régulé par une hormone qu'on appelle l'insuline, qui est sécrétée par le pancréas, qui agit et sur les muscles et sur le foie. Sur le foie, ça va retenir le sucre, et dans les muscles, ça va consommer le sucre. Et donc, c'est une hormone excessivement importante. Lorsqu'on a un type de diabète qui s'appelle le diabète de type 2, qui correspond à 90 des cas de diabète dans le monde et dans notre société, bien, ce qui arrive chez ces gens-là, c'est qu'on a ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. L'action de l'insuline est freinée et au niveau du foie, au niveau des muscles et en fait au niveau d'autres organes, mais pour simplifier, on va l'illustrer comme ça. Donc, l'insuline va être sécrétée par le pancréas, mais malheureusement, cette insuline-là est moins efficace. Puis le pancréas finit par s'épuiser. En fait, il y a des problèmes de sécrétion aussi qui s'ajoutent. Puis là, bien évidemment, le foie produit du sucre et produit davantage de sucre qu'à l'habitude. Donc, ça fait augmenter le taux de sucre dans le sang. Puis évidemment, bien, ça s'ajoute à ce qu'on consomme aussi, qui vient de notre intestin. Donc, ça augmente encore davantage notre taux de sucre. C'est pour ça qu'évidemment, quand on mange après le repas, pour ceux qui prennent leur taux de sucre, bien, on voit l'augmentation. Puis cette augmentation-là est souvent extrêmement élevée chez les gens qui produisent beaucoup, beaucoup de sucre déjà par leur foie. Donc, c'est ça le diabète de type 2, puis c'est le contrôle du taux de sucre dans le sang qui est anormal comme ça. Maintenant, notre génétique puis notre biologie nous a dotés de tissus qu'on appelle les tissus gras, qui sont des garde-manger. Ces tissus gras-là
lorsqu'on fait face, par exemple, à une société comme la nôtre, où il y a une surabondance de calories de faible qualité et une grosse densité de l'énergie dans l'alimentation, bien évidemment, on sollicite un stockage de ces gras excédentaires qu'on va manger et du sucre, évidemment, mais il y a beaucoup de gras là-dedans aussi. Puis nos tissus gras vont stocker ces surplus alimentaires-là. Donc, on parlait d'obésité tantôt. Alexandra a fait une super présentation. Elle vous a montré un petit peu les formes d'obésité. Mais lorsqu'on stocke les gras dans nos tissus gras, comme ça, bien, on se protège en quelque sorte de stocker ces gras-là dans le cœur, dans le foie. Vous en avez parlé un petit peu. Puis, ce processus de stockage des gras alimentaires, entre autres, dans ces tissus-là, le gras, le foie, les tissus comme les muscles puis le cœur, bien, c'est ça en partie qui cause la résistance à l'insuline. Donc, plus on envoie du gras dans ces organes-là, plus on développe la résistance à l'insuline. Donc, nous, c'est des processus, évidemment, qui nous intéressent beaucoup. Puis, vous voyez que les tissus gras, en général, ont un rôle très important dans la protection contre des phénomènes qui mènent directement au diabète de type 2. Donc, ici, à Sherbrooke, on est chanceux parce qu'on a un des centres les plus renommés au niveau international dans ce qu'on appelle l'imagerie moléculaire. Puis, je vous présente mes collègues, Éric Turcotte, Brigitte Guérin et Martin Lepage, qui sont des collaborateurs là, de tout moment là, dans mes études. Puis, on a toute une panoplie d'équipements de recherche qui nous permet de faire des images à l'intérieur du corps humain, puis notamment de colorer ou d'imager le gras alimentaire. Puis, croyez-le ou non, jusqu'à temps qu'on invente cette technique-là, il n'y avait aucun moyen chez l'humain de mesurer précisément comment et où le gras alimentaire allait dans nos organes. Donc, on a développé cette technique-là, qui est la référence actuellement, et ça fonctionne avec un type de scan qui s'appelle le tomographe d'émission par positron. Ça, essentiellement, là, c'est Star Trek. C'est de la physique quantique, hein, c'est de l'antimatière qu'on utilise. Donc, c'est des positrons, des électrons positifs qui se désintègrent lorsqu'ils rencontrent un électron négatif. Et cette radiation-là, si on veut, émet, lorsqu'on donne, par exemple, un sucre radioactif ou un gras radioactif à un individu à l'intérieur des anneaux que vous voyez ici, dans vous avez ici le scanner, puis vous avez des détecteurs ici de radiation. Bien, le traceur qui est à l'intérieur du corps va émettre ces radiations-là qui sont détectées. Et là, on est capable de faire une coïncidence de ces désintégrations-là, puis essentiellement de faire des images avec ça. Puis vous voyez que, par exemple, si vous donnez un gras radioactif par la bouche, bien, vous êtes capable de faire des images, vous êtes capable de tracer à travers le repas où ces gras alimentaires-là vont dans le corps humain. Ça, c'est une des techniques. Il y en a plusieurs qu'on a mis en place qui nous permettent de quantifier très précisément la quantité de gras que le foie, par exemple, va voir sur une période de 6 heures après le repas. On fait la même chose avec le cœur et d'autres organes. Donc, c'est le genre de technique qui nous permet, qui est permise avec ce type de technologie-là. L'autre tissu gras que je vous introduis maintenant, ça s'appelle la graisse brune. La graisse brune est un type de gras particulier qui brûle les excédents d'énergie. Puis on sait que, par exemple, les souris puis les animaux qu'on surnourrit ont tendance à suractiver leur gras brun qui va brûler un excédent calorique. Donc ça, c'est un tissu qui nous intéresse beaucoup. C'est un tissu qui est activé par le froid en particulier. Donc, autant chez l'animal que chez l'humain, si vous allez grelotter en hiver, là, aller faire du ski un peu, puis rester tranquille, puis grelotter un peu, bien, vous allez activer votre graisse brune durant cette période-là. Puis je vous donne un scan ici, puis je ne sais pas si tu es capable de peser sur l'image du bonhomme, parce que ça va partir
Oui, si tu es capable. Oui, parfait. Donc, vous voyez en 3 dimensions hein, un être humain qu'on a fait grelotter. Donc, on a exposé au froid, puis pendant qu'il est exposé au froid, bien, il grelotte. Vous voyez là, les muscles un peu partout. Là, vous pouvez voir les pectoraux, les muscles du cou. Donc, regardez cette image-là, là, puis pensez à la dernière fois que vous avez eu froid, là, puis vous allez dire « Ah oui, c'est là que j'avais froid, puis que j'étais tendu. » C'est ces muscles-là. Là. Vous les voyez? Donc, si on expose pendant plusieurs semaines, ou même juste pendant quelques heures, le même individu, et qu'on le rescanne ensuite, bien, on voit l'adaptation de cette graisse brune-là. Puis vous voyez le sapin de Noël, là, un petit peu à travers, de part et d'autre de la colonne, à la base du cou. Ça, ce n'est pas des muscles, ce sont des graisses. Puis c'est des graisses brunes qui consomment beaucoup, beaucoup de sucre et qui consomment beaucoup de gras et qui vont brûler de l'énergie pour nous protéger du froid. Donc, on est capable, avec ces outils-là, aussi de mesurer ce type de gras particulier qui nous permet de nous débarrasser des excédents caloriques. Donc, avec ces outils-là, on est capable de mesurer comment le corps s'adapte dans différentes circonstances, que ce soit des maladies, que ce soit avec des médicaments ou que ce soit avec des conditions, des changements d'habitude de vie, de la surnutrition, etc. Ça nous permet de faire ces mesures-là puis d'intégrer vraiment la réponse du corps humain au niveau de l'adaptation qui va mener ou nous protéger du diabète selon le cas. Ah, bien, ça marchait comme ça, finalement. J'aurais pu le faire moi-même. OK. Donc, je vais vous laisser avec ce message clé-là. L'imagerie moléculaire nous permet de voir les tissus gras, stocker et brûler les graisses pour mieux comprendre le diabète. Et les diapos les plus importantes, c'est toute mon équipe. Donc, la science se fait en équipe. Okay? Puis, mon laboratoire ne fait pas exception. Donc, vous avez toute mon équipe avec les étudiants qui viennent souvent de l'extérieur. Donc, on est chanceux aussi à Sherbrooke. On accueille des gens de partout dans le monde. Puis ça nous permet, puis on a des gens absolument extraordinaires. J'ai des infirmières qui travaillent avec moi, des associés de recherche, des radiochimistes, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de compétences qui sont requises pour ce type d'études très compliquées. Vous avez tous mes collaborateurs aussi, autant à Sherbrooke qu'à l'extérieur à travers le monde. J'ai aussi la chance de travailler avec plein de monde d'un peu partout, en Europe, aux États-Unis et dans le reste du Canada. Puis finalement, mes collègues du service d'endocrinologie, moi je suis médecin, donc on a des charges cliniques, puis on doit s'occuper de nos populations. Fait que pendant que je fais de la recherche, bien évidemment, je vois moins de patients. Donc, ça prend des gens comme mes collègues pour garder le fort. Donc, je les remercie beaucoup. Et je vous remercie de votre attention. Merci André pour la présentation. La parole est à vous pour 3 minutes. Chantal. Il n'y avait pas de questions, mais là, ça me touche. Moi, je suis diabétique depuis 38 ans. Puis, j'avais un endocrinologue qui s'occupait de moi, puis il a pris sa retraite. Puis, il m'a dit, ben regarde, ton médecin de famille est capable de s'occuper de toi, tu n'as pas besoin d'un endocrinologue. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est Bruno? Oui. Oui, OK. Je l'aimais beaucoup. Il suivait beaucoup de gens. Ben oui, en fait, presque 9 % de la population vit avec le diabète actuellement au Québec. Puis, on est 100 endocrinologues au Québec. Donc, faites le calcul. Tout le monde qui souffre de diabète ne peut pas bénéficier de son endocrinologue. Donc, c'est une bonne nouvelle qui vous a dit que votre médecin de famille pouvait s'occuper de vous. Ça veut dire que vous n'avez pas de complications, que ça fonctionne bien, que tout est correct. Puis, je suis d'accord avec lui. Okay? Donc, je pense que quand on n'a pas de complications puis qu'on est bien contrôlé, puis vous savez, il y a beaucoup d'auto-apprentissage là-dedans, hein, comme vous le savez. Puis quand on a appris les choses, puis qu'on est au fait des nouveaux développements, puis qu'on a un bon médecin de famille qui suit ça, qui réfère aux besoins, je pense que c'est tout à fait adéquat.
Donc, si je comprends bien, on veut favoriser dans le corps les graisses brunes, on veut éviter les graisses qui s'accrochent sur les organes. Est-ce qu'il y a un lien entre les graisses brunes et l'alimentation? Est-ce qu'il y a des aliments qui permettent de favoriser le stockage de graisses brunes? Oui, c'est une excellente question. On pense que oui. Par exemple, la caféine puis certains stimulants pourraient peut-être, au moins pour des études animales, là, on n'a pas fait les études chez l'humain avec nos technologies, mais qui pourraient stimuler. Et on sait, parce qu'on a fait l'étude, que si vous vous surnourrissez avec du fructose pendant 2 semaines à peine, vous descendez votre niveau de graisse brune. Donc, mangez pas de fructose en trop grande quantité. Une dernière courte question. Courte question. Une fois. Oui, il y a des nouveaux médicaments, là, je pense que c'est les sémaglutides pour le diabète. C'est quoi l'impact, mettons, sur les graisses brunes? Parce que je ne suis pas trop sûr comment ça marche. Oui, on ne le sait pas encore. Il n'y a pas eu il y a eu des études, pas avec les technologies qu'on a. Puis ça, c'est une des choses qu'on a sur le radar. On aimerait bien tester autant dans la graisse blanche, parce qu'il y a aussi des effets probablement peut-être même plus importants que dans la graisse brune. Mais c'est des choses qu'on veut étudier. Mais pour l'instant, il y a très peu de données chez l'humain. Mais il y a des raisons de penser que ça pourrait nous aider à moduler. Puis il y a d'autres approches aussi qu'on est en train de tester avec d'autres types de médicaments, dont des vieux médicaments qui coûtent un quart de cent par jour, qu'on va peut-être essayer de, si on est subventionné, là, on l'espère, repositionner là, vers des traitements. Merci beaucoup, André. Merci. J'ajouterais, ça vous tente de contribuer à la recherche. Je pense que les projets de recherche, André, tu me diras le contraire, mais sont encore ouverts aux participants. Je l'ai expérimenté moi-même. C'est vraiment pas si pire de relater pendant 3 heures dans un TEP scan sans bouger, mais ça vaut la peine. Il faut aider la science. Donc, là-dessus, dernière présentation de la soirée, ça passe vite quand même. Il s'agit de Gabriel Garon-Carrier, qui est professeur au département de psychoéducation et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la préparation à l'école et à l'adaptation sociale des enfants. Ce soir, elle nous présente ses travaux sur l'effet du congé de maternité et du revenu familial sur l'anxiété de séparation des enfants. J'en dis pas plus. Ces derniers ont été nommés découvertes scientifiques de l'année par le magazine Québec Science. Donc là-dessus, je souhaite encore une fois une bonne présentation. Avancer, si jamais tu as besoin, c'est reculer ici. Laser. Attends, avancer, reculer, laser. Exactement. Excellent. Hey, bonsoir tout le monde. Je veux juste dire que j'ai des croûtes à manger. Là. C'est un petit peu intimidant, la dernière présentation de la soirée. Par curiosité, il y a combien de parents dans la salle à main levée? Là? Des parents. Oui, oui. J'en vois quelques-uns. Super, excellent. Mais c'est juste pour vous dire qu'inquiétez-vous pas, je suis pas là pour vous donner un conseil, moi, ce soir, là. Mais je suis là pour vous parler de quelque chose d'important, par contre, qui est la santé mentale de nos enfants. Puis de ce qu'on entend là, dans les médias, bien, ça va pas super bien. Hein? L'anxiété à l'école, l'anxiété sur nos téléphones, l'éco-anxiété, les symptômes dépressifs des jeunes. Puis comprenez-moi bien, là, je ne suis pas en train de dire que c'est pas important puis que les médias exagèrent ce phénomène-là. Au contraire, c'est super important qu'on s'intéresse puis qu'on porte une attention particulière à la santé et au bien-être de nos enfants. Mais saviez-vous que l'anxiété de séparation, c'est le trouble anxieux le plus fréquemment diagnostiqué chez les enfants de moins de 12 ans? Puis ça, bien, on en entend vraiment moins parler. Pourtant, c'est quand même un prédicteur important de l'anxiété ultérieure et des symptômes dépressifs plus tard dans la vie. Donc, l'anxiété de séparation, c'est quoi? C'est pas compliqué, en fait. C'est la peur qu'éprouve un enfant d'être séparé de la personne avec qui il a créé un attachement sécurisant. Et puis ça, bien, dans la plupart des cas, la personne avec qui il a créé un attachement sécurisant, c'est le parent. Donc, c'est des enfants là, qui vont suivre le parent partout dans la maison, qui vont s'inquiéter à savoir où est le parent, que fait le parent, qui peuvent s'imaginer avoir des scénarios catastrophes, hein, s'imaginer que le parent pourrait avoir un accident, une maladie, que lui-même pourrait se perdre, ne plus jamais revoir son parent. C'est des enfants aussi qui vont avoir, par exemple, des maux de tête, des maux de ventre en anticipant la séparation. Puis bien évidemment, bien, ça vient aussi parfois avec des comportements d'opposition. Donc, refus d'aller à l'école, refus d'aller à la garderie, refus d'aller au camp de jour, refus de dormir chez des amis.
Puis ce que des années de science, des décennies de recherche nous ont montré, c'est que la première année de vie de l'enfant, c'est une période super importante, c'est une période privilégiée, en fait, pour établir un attachement sécurisant entre le parent et l'enfant. Et pendant cette période-là, ça se passe principalement par la proximité avec le parent. Cette première année de vie-là, je le sais, c'est pas la plus facile pour les parents. On peut aussi penser aux travaux de Harlow. En fait, lui, il était célèbre pour ses études sur l'isolement de bébés singes, macaques rhésus, séparés de la mère à la naissance. Un petit peu cruel, là, mais on était dans les années 50. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que le bébé singe a préféré une figure d'attachement maternel représentée par une poupée construite à l'aide d'un tissu doux comme de la fourrure, par exemple, ou il va préférer une poupée qui n'est pas du tout chaleureuse, qui est représentée par un fil de fer, mais qui permettrait de nourrir le bébé singe à l'aide d'un biberon. Et ce que ces travaux nous ont permis de comprendre, c'est qu'au-delà du besoin d'être nourri, un des besoins fondamentaux, pas juste chez les singes, mais aussi chez les êtres humains, c'est d'être réconforté, de se sentir en sécurité. Puis ça, comme je le disais, ça passe principalement par la proximité physique et la chaleur entre le parent et l'enfant. Mais on sait aussi que la première année de vie de l'enfant, c'est peut-être une période un peu stressante au plan financier pour certaines familles, entre autres parce que le parent cesse temporairement de travailler pour s'occuper de son enfant. Puis au Québec, même si on a le régime québécois d'assurance parentale, les versements du programme peuvent ne pas toujours être suffisants pour certaines familles, surtout lorsqu'on est rendu à 55 % de notre salaire, ce qui pourrait mettre des familles en situation de précarité financière. Donc, dans ces circonstances-là, le choix peut être difficile pour les parents à savoir, est-ce que c'est pas préférable que je retourne plus tôt sur le marché du travail pour avoir un revenu suffisant ou de bénéficier de la totalité de la durée du congé parental, même si ça implique que je suis temporairement en situation de précarité financière. Donc, on a comme deux possibilités ici, deux scénarios, en fait. On a la théorie de l'attachement qui nous dit, d'une part, que le retour plus tôt ou le retour précoce de la mère sur le marché du travail, ça pourrait brimer, si on veut, ou être associé à une moins bonne qualité de la relation parent-enfant, puis être un facteur de risque, si on veut, à cette relation-là d'attachement. Donc, menacer la relation d'attachement entre le parent et l'enfant et, ultimement, être associé à l'anxiété de séparation de l'enfant. D'un autre côté, on a une perspective économique qui dit que retourner sur le marché du travail, avoir un revenu suffisant, c'est un facteur de protection important pour le bon développement de l'enfant. Ça amène des ressources économiques puis des ressources sociales et sociétales importantes pour la famille, et ça aussi, c'est associé à un bon développement chez l'enfant. Donc, selon vous, là, à main levée, qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux pour l'anxiété-séparation de l'enfant? Que la mère bénéficie de la totalité du congé parental puis s'occupe de son enfant pendant cette période-là, comme le postule la théorie de l'attachement, ou dans les situations de précarité financière ou de famille à plus faible revenu, qu'elle retourne plus tôt sur le marché du travail de manière à avoir un salaire suffisant? Qui dit que c'est la théorie de l'attachement qui l'emporte? Qui dit que c'est la perspective économique? Et je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui se sont abstenus, en fait, là, du vote. Là. Il y en a qui n'ont pas l'air sûrs. Vous pensez peut-être que je vais vous dire la réponse tout de suite, mais non. Je vais juste vous dire que c'est la question aussi la question qu'on s'est posée, en fait, dans notre étude. Et pour répondre à cette question-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé des mères qui avaient un jeune bébé, en fait, de 5 mois, puis là, on leur posait la question de savoir quelle était leur situation professionnelle. Est-ce qu'elles travaillent actuellement en échange d'une rémunération? Quelles sont leurs principales occupations? Est-ce que c'est de prendre soin de la famille, d'avoir un travail rémunéré, d'être étudiant à temps partiel? Et les mères qui disaient ne pas travailler, prendre soin de la famille, étaient considérées comme des mères qui étaient en congé de maternité. Puis celles qui disaient être retournées sur le marché du travail, puis que le travail rémunéré était leur principale occupation, étaient considérées comme des mères qui étaient retournées sur le marché du travail. Et puis, on leur posait aussi des questions sur le revenu familial. Puis, de là, on était capable de dégager un index de précarité financière. Donc, les mères qui disaient avoir un revenu qui était inférieur à la moitié du revenu médian des ménages québécois étaient considérées comme étant à faible revenu. Et de là, on a dégagé
4 grands groupes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé le niveau d'anxiété de séparation des enfants des mères qui étaient soit en congé de maternité et qui avaient un faible revenu, des mères qui étaient en congé de maternité et qui avaient un revenu suffisant, des mères qui étaient retournées au travail et qui avaient un revenu suffisant. Puis malheureusement, on avait quand même 34 mères qui disaient être retournées sur le marché du travail et qui avaient un revenu qui n'était pas suffisant, donc qui étaient en situation de précarité financière. Mais étant donné la petite taille de cet échantillon-là dans notre groupe, on ne les a pas inclus là, dans nos analyses. Puis tout ça, c'est lorsque l'enfant était âgé de 5 mois. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré aussi l'anxiété de séparation chez les enfants. Donc, c'est les parents qui devaient répondre à des questionnaires qui portaient sur les comportements de leur enfant, à savoir est-ce que l'enfant réagit mal lorsque le parent est absent, ne veut pas dormir seul, s'accroche aux adultes et est trop dépendant. Et ça, on l'a mesuré à 17 mois, 29 mois, 41 mois, mais aussi à l'âge de 4, 5 et 6 ans. Puis finalement, on a aussi pris en compte d'autres caractéristiques de la famille et de l'enfant pour s'assurer que, finalement, nos 3 groupes qu'on comparait, ils étaient égaux, de manière à ce que les mères qui soient en congé maternité ou que certaines familles qui sont en situation de précarité financière, ça ne soit pas expliqué par le fait que ce sont des nouveaux arrivants au Québec, que ce soit des mères en situation de monoparentalité, que ce soit des personnes sans diplôme d'études, par exemple. Puis aussi pour s'assurer que le niveau d'anxiété de séparation des enfants, ce n'était pas expliqué par certains comportements parentaux de surprotection, par exemple, de vouloir garder l'enfant près de soi en tout temps. Ce n'était pas expliqué par le tempérament de l'enfant ou encore par le niveau de santé de la mère, comme d'avoir fait une dépression postpartum, par exemple. Et puis, ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que les enfants de mères qui étaient en congé de maternité, qui avaient un revenu suffisant, se différenciaient pas vraiment des enfants de mères qui étaient en congé de maternité, mais qui avaient un revenu insuffisant au niveau de leur anxiété de séparation. Donc, autrement dit, ce sont les enfants de mères qui étaient retournés sur le marché du travail lorsque leur bébé était âgé de 5 mois, qui avaient le niveau d'anxiété de séparation le plus élevé entre l'âge de 17 mois et 6 ans, ce qui est en appui avec la théorie là, de l'attachement pour ceux et celles qui l'ont eu dans la salle. Surtout, en fait, principalement lorsque cette précarité financière-là, elle est temporaire. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces résultats-là? En fait, c'est que le congé de maternité peut aider à prévenir le développement de l'anxiété de séparation des enfants. Puis pour les familles qui sont à plus faible revenu, mais s'ils sont quand même en mesure d'absorber ce choc financier pendant une courte période de temps, c'est préférable qu'ils passent quand même la durée du congé parental là, avec leur enfant. Bon, j'avais dit au début là, que je n'étais pas là pour donner des conseils aux parents. Là. Je vais maintenir quand même ça, mais je me permets quand même de faire un petit peu de sensibilisation, puis inquiétez-vous pas, j'en fais pas juste auprès des parents, j'en fais aussi auprès du Conseil de gestion de l'assurance parentale. Fait que je travaille pour vous, la gang. Parce que, ultimement, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que de permettre aux familles de s'occuper de leur enfant pendant cette première année de vie-là, qui est une période réellement importante, ça peut être bénéfique, ultimement, pour la santé mentale des enfants à long terme. Et ça, c'est une mesure de prévention qui est vraiment très importante, qui était très peu banale, en fait. Alors voilà, merci beaucoup. Oui, belle présentation, merci beaucoup. Je voulais savoir, l'étude, est-ce qu'elle a été faite avec juste des premiers enfants ou des familles 2, 3, 4 enfants? Puis est-ce qu'il y avait une différence? J'imagine que ça fait des petits groupes, ça fait que c'est difficile à faire des tendances, mais j'aimerais avoir ton commentaire là-dessus. Merci beaucoup pour la question. En fait, la famille, la famille, qu'est-ce que je dis là? Il est rendu tard. L'étude, on n'a pas pris en compte, en fait, la fratrie comme variable de contrôle dans nos analyses. C'est une excellente question. C'est un très bon point, en fait, parce qu'effectivement, là, peut-être que rendu au 2e enfant, au 3e enfant, le niveau d'anxiété de séparation, la qualité de l'attachement, ça peut varier. Mais on sait par contre que dans l'échantillon, il y avait à peu près 50% des familles pour qui c'était leur premier enfant. Une deuxième question à gauche. C'est une question peut-être un peu plus théorique, mais je me demandais, pour la théorie de l'attachement, dans le fond, le fait que l'enfant développe un lien plus fort avec la mère, pourquoi ça diminuerait l'anxiété versus le fait que, justement, s'ils passent moins de temps ensemble, ils sont comme moins attachés, puis la séparation se ferait mieux
Je sais pas si ma question est claire. Bien, parce que la théorie de l'attachement, en fait, ce qu'elle postule, c'est que lorsqu'il y a un attachement qui est sécurisant, bien, l'enfant, tu sais, va être capable éventuellement d'explorer, de quitter un petit peu plus, de moins être collé puis près du parent. Puis l'anxiété de séparation, en fait, c'est comme tout le contraire. C'est un enfant qui est super insécure, qui est anxieux lorsqu'il n'est pas près de son parent. Fait que lorsqu'il y a un attachement sécurisant, habituellement, bien, on devrait un peu moins observer cette anxiété de séparation là, auprès de l'enfant. Est-ce que ça répond bien à ta question? D'autres questions, on a le temps? Il y en a dans l'arrière là-bas. J'ai vraiment pas fait exprès de te pointer celle-là. Un bon applaudissement pour Laurie. Merci pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. Et moi, ma question, ça concerne les mères qui sont retournées au travail. Est-ce qu'elles sont toutes retournées 100% au travail dans un autre lieu que la maison, ou est-ce qu'il y en a certaines qui ont fait du télétravail? Puis est-ce que ça peut avoir une différence, du coup, vu que la mère est quand même à la maison? Oui, merci beaucoup pour la question, en fait. Puis, en fait, cette étude-là, elle se base aussi sur des données qui étaient déjà collectées. Puis, on n'avait pas ce raffinement-là, en fait, à savoir est-ce que dans le mode de travail, c'était du télétravail ou c'était un travail qui était à la maison. Ce qu'on sait, par contre, c'est que c'était un travail à temps complet. C'était la principale occupation là, de la mère. Après ça, le lieu de travail ou la disposition, l'organisation au sein de la famille, exactement lorsque la mère travaille, bien ça, c'est un petit peu comme une limite, en fait, de l'étude, là. Une dernière courte question? Est-ce qu'elle est courte? Courte. La question est courte, la réponse, je sais pas. OK, on va y aller. Mon Dieu! C'est ça. Est-ce que l'enfant vit l'anxiété de séparation de la même manière envers le père qu'envers la mère? Puis, vous parlez beaucoup de la mère qui doit rester... c'est préférable que la mère reste auprès de l'enfant, mais qu'est-ce qui se passe dans le cas de figure où la mère retourne rapidement sur le marché du travail, puis le père, qui peut bénéficier aussi du RQAP, reste auprès de l'enfant? Est-ce que ça a le même impact? Merci beaucoup pour la question. Nous, en fait, effectivement, dans notre échantillon, on a pris les mères parce que c'était la principale répondante aussi envers l'enfant dans nos études. C'est pas rare que souvent, c'est plus les mères qui participent que les pères. Par contre, ce que la théorie dit, c'est que ce soit la mère ou le père, l'important, c'est que ce soit la principale figure d'attachement. Donc, au sein des familles, ça pourrait être peut-être le père ou ça pourrait être une diversité, en fait, des familles homoparentales, par exemple. L'important, c'est que ce soit la figure principale d'attachement auprès de l'enfant. Alors, ici, encore une fois, on a un peu postulé que c'était la mère, mais je ne suis pas capable de savoir exactement est-ce que c'était la principale figure d'attachement de l'enfant, puis comment ça pourrait varier, mais selon cette théorie-là, ce serait la principale figure. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci. Pas besoin de ça. OK. Qu'est-ce que j'ai écrit? Okay. Je fais les blagues. Attends, je vais laisser le bleu pour moi. Merci, Alexis, de prendre en considération que je suis une petite personne comparée à toi. À Bistro Brain, c'est vraiment inclusif. Donc, vous avez compris, on a eu 7 présentations. Gabrielle nous a offert la 7e. C'est donc le temps pour nous de faire le mot de la fin. Et il y a beaucoup de remerciements à faire. Tout d'abord, merci à vous, chacun et chacune d'entre vous, d'avoir été au rendez-vous de la démocratisation de la science. Donc, une bonne main d'applaudissement pour vous. En même temps. Encore une fois, nos partenaires financiers et commanditaires pour la soirée, j'ai nommé le Club Rotary de Sherbrooke, le REMDUS, le Centre de recherche du CHU, Christine Labrie, la FIRST, le SAREUS, l'Institut quantique à Godbout, encore une fois, Paul Gingres, la coopérative de l'Université de Sherbrooke, le Musée de la nature des sciences de Sherbrooke, Pâtisserie d'Orville et, encore une fois, nos 2 chers collaborateurs, le vice-rectorat à la recherche sur les études supérieures et le RECMUS.
On voudrait aussi prendre le temps de remercier le Centre culturel de nous accueillir dans la salle aujourd'hui. Donc, merci au Centre culturel, on peut les applaudir. Merci aussi à Charles Philippe pour la technique et à Marjorie Côté pour les photos. Donc, votre aide a été très appréciée tout au long de la soirée. Merci à vous. Et bien naturellement, à toute notre équipe de bénévoles, j'ai nommé Anna-Ève et Laurie à l'accueil, Émilie et Loïc à la captation, et Gaëlle à la co-animation. Et Alexis à la co-animation. On voudrait aussi remercier tous les autres membres de Bistro Brain qui n'ont pas nécessairement aidé ce soir, mais qui ont aidé tout au long de l'année. Donc, on a Patricia, Marika, Julie, Maude, Marie-Claudel, Christophe et Maude Emmanuel. Merci à vous.